Bonjour, alors bienvenue donc dans cette session sur quelles avancées au diagnostic. On va avoir plusieurs intervenants puis après une table ronde pour pouvoir discuter justement quelles sont les possibilités actuellement en France et dans le futur. Et sans attendre, je vais donc passer la parole à notre premier orateur qui est le professeur Sharam Atarian, qui est chef des services des maladies neuromusculaires et d'autres pathologies au CHU de la Timone à Marseille, qui est porteur d'une filière et responsable d'un centre de référence. Merci beaucoup, Sharam, pour la présentation et un peu moins de 15 minutes, si possible. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis chargé de vous parler d'observatoire diagnostic. Euh, les chiffres concernant les maladies rares et plus spécifiquement les maladies neuromusculaires montrent que l'errance diagnostique est un vrai enjeu pour la filière. Plus de 50% des malades sont sans diagnostic précis. Un quart des patients attendent environ 4 ans pour avoir un diagnostic. Le délai d'un an et demi concerne un quart des patients. Nous avons 300. Ce qui rend les choses plus difficiles, c'est le nombre de maladies neuromusculaires, autour de 300. Nous avons souhaité connaître l'état d'errance diagnostique et de l'impasse diagnostique au niveau de la filière. Alors, le plan national de maladies rares numéro 3 a pour ambition de réduire l'errance diagnostique et l'impasse diagnostique, de mettre en place un observatoire de diagnostic adossé au comité de pilotage des filières, et puis confier aux les CMR, les centres de référence et compétences, avec l'appui des filières, la constitution d'un registre national dynamique des personnes en impasse et errance diagnostique. Alors, pour cela, nous avons travaillé dès 2016 avec l'AFM Téléthon sur un projet d'un diagnostic pour tous. Et en 2019, finalement, nous avons démarré un projet pré-pilote pour voir la faisabilité technique de projet errance diagnostic. Et puis en 2020, nous avons mené un projet pilote pour faire un audit et la faisabilité au niveau d'une filière. Actuellement, nous sommes en phase de consolidation et le suivi de l'évolution des patients. Dans la phase pré-pilote, nous avons sélectionné trois centres de coordination, Paris, Pitié-Salpêtrière, Marseille et Bordeaux. Et nous avons examiné sur une période de 2 ou 3 ans le nombre de dossiers nous avons essayé d'identifier le nombre de dossiers qui étaient en errance et en impasse. Et l'objectif était surtout de voir quelles sont la faisabilité de projet et quels étaient les obstacles pour mener un tel projet au niveau de filière ou des filières. Alors, parmi les 3000 dossiers qui étaient analysés, qui étaient rentrés au niveau de Bamara en tant que des dossiers indéterminés, enfin sans diagnostic précis, finalement, nous avons identifié 750 dossiers de patients en errance en impasse à diagnostic. Pourquoi ce pourcentage de à peu près 30%? Parce que les patients rentrent dans les centres. Finalement, le diagnostic de maladies neuromusculaires rares n'est pas retenu ou d'autres pathologies qui sont retenues. Donc, voilà, le pourcentage qu'on avait, c'est autour de 30% de patients. Et au niveau de la filière,
on savait qu'autour de 20 000 patients étaient rentrés dans le Bamara en tant que patients sans diagnostic précis. Donc, en réalité, on estimait autour de 5 000 à 6 000 le nombre de patients qui étaient en errance ou impasse diagnostique. Ceci a permis également de déterminer le temps humain qui était nécessaire pour l'analyse de dossiers ou les moyens qu'il fallait disposer. Et puis, nous avons établi un set de données complémentaires pour finalement, le projet était plus ambitieux pour d'avoir un phénotype précis pour connaître le nombre d'examens qui ont été, les examens qui ont été effectués, la sévérité de patients, ainsi les dossiers de ces patients qui étaient en impasse diagnostique étaient prêts pour être amenés au niveau de plateforme génomique. Alors, le projet pré-pilote a montré que sous les délais qui étaient de 3 mois, le projet était parfaitement faisable. Le taux de remplissage était de 100%. Donc, ce qui a encouragé la mise en au niveau des JOS, ces résultats encourageants de pré-pilote, la DGOS a émis un appel à la lettre d'engagement au niveau des filières. Et les filières avaient le choix entre 3 scénarios. Un scénario aussi, on va dire, complexe que Finemus avec des centaines d'items pour préciser vraiment le phénotype et le degré d'avancement dans le diagnostic. Des scénarios un peu plus simples, intermédiaires, et puis un scénario beaucoup plus simple. Et depuis 1 an, l'ensemble des filières ont commencé à avancer dans ce projet à des niveaux différents, mais ce projet d'observatoire diagnostique avance de manière très positive. Alors, au niveau, pour la filière que je coordonne, en 2020, nous avons sélectionné 30 centres de référence et quelques centres de compétences, une dizaine. Donc, avons finalement analysé au total plus que 20 000, autour de 30 000 dossiers. Et comme c'était estimé, autour de plus de 5 000 dossiers de patients ont été retenus en errance ou impasse diagnostique. Et les sets de données complémentaires ont été remplis. Et c'est alors basé sur l'expérience de pré-pilote, nous avons amélioré les items et puis on a ajouté un nouveau set de données pour les maladies mitochondriales. Ainsi, on couvrait l'ensemble des pathologies de la filière. Les recueils étaient sur une période de 3 ans. Et malgré la période Covid, nous avons réussi à mener ce projet. Donc, faisable au niveau à l'échelle d'une filière. Donc, ces 5360 dossiers environ sont prêts. Une partie, autour de 1500 dossiers des patients sont au niveau de l'impasse diagnostique, parfaitement identifiés et candidats pour une partie, pour les maladies génétiques, candidats pour être proposés au niveau de plateforme. Un autre avantage a été que cet audit a permis d'harmoniser, homogénéiser la compréhension, en tout cas le remplissage de Bamara au niveau des centres. Ça a permis à mettre en place, d'ailleurs au niveau de tous les centres, le Bamara, puisque tous les centres ne disposaient pas de Bamara, et puis certains centres ne remplissaient pas. Deuxième avantage a été, nous avons corrigé un certain nombre d'erreurs qui n'étaient pas négligeables et puis nous avons mis des dossiers mis à jour, donc au titre de 4000 dossiers. Donc un travail audit qui a été très important au niveau de la filière. Là, quels sont
en septembre 2021, nous avons commencé la phase de consolidation, c'est-à-dire l'ensemble des centres doivent participer, enfin encourager à participer à ce projet, les centres surtout les centres de compétences, les inclure. Ensuite, continuer à faire le remplissage de ces items, mais également d'évaluer sur la période d'un an quels sont les dossiers qui vont évoluer de l'impasse diagnostique à des dossiers en diagnostic précis ou les degrés d'errance, à quel point ces errances peuvent être, les cas de ces patients en errance peuvent être résolus. Actuellement, les choses progressent, les chiffres augmentent. Nous avons mis une série de documents, de moyens pour former les ARC au niveau national, une trentaine d'ARC, une série de formation pour homogénéiser au niveau de la filière et puis des informations, d'abord un rapport au niveau de l'activité de la filière au niveau des JOS et multiples webinaires pour diffuser en tout cas notre expérience. Alors quels sont les avantages, on va dire? D'abord évidemment pour le patient, c'est de progresser au niveau d'errance diagnostique et évidemment améliorer le soin. Mais pour les centres, comme je vous ai dit, un travail d'audit et d'amélioration de qualité de remplissage de Bamara, un aide à remplissage. Et puis, au niveau de recherche ou au niveau de filière, on a un phénotypage très à grande échelle. Ça permet aussi d'harmoniser nos pratiques au niveau national. Puis, au niveau de recherche, évidemment, les possibilités sont importantes sur l'ensemble de chaque groupe de pathologies. Nous avons au moins une centaine de voies d'entrée pour faire des analyses, de faire la recherche, d'identifier les phénotypes nouveaux même. Voilà, pour conclure, ce projet, enfin, c'est notre objectif pour l'analyse des données. Ça permet ce travail permet de faire un contrôle qualité au niveau de nombre et le taux de nombre de patients en errance, le taux de remplissage, la composition de la population, les possibilités selon les régions, voir, comme je vous ai dit, on peut identifier peut-être les phénotypes identiques en national pour chercher au niveau de génotype les causes et puis surtout de voir la progression de l'amélioration d'errance et impasse diagnostique voilà, au niveau national. Voilà le projet d'observatoire avec l'exemple de filière Phénémus. Merci beaucoup, Sharam, parce que je pense que c'est très important ce que l'on vient d'entendre. On prendra les questions à la fin seulement des 3 présentations, une fois qu'on aura initié la table ronde. Et donc, j'ai le plaisir de présenter le professeur Christelle Thauvin, qui est directrice adjointe de l'immunogénétique et génomique bioinformatique de l'INSERM, mais aussi qui est impliquée dans le plan France Médecine Génomique 2025. Et Christelle va nous parler justement de quelles sont les avancées du diagnostic dans le cadre du plan France Médecine Génomique 2025. Merci Christelle. Pareil, 15 minutes. Merci beaucoup David pour cette présentation. Donc en effet, j'ai le plaisir de vous présenter les avancées du plan France Médecine Génomique.
Donc, tout d'abord, un petit point d'introduction. Le plan France Médecine Génomique s'inscrit dans un véritable continuum soins-recherche qui est l'essence même de ce plan et qui, du coup, dans sa première phase, avait un défi important, s'installer en fait dans le parcours de soins en France avec une véritable révolution de la prescription et du paradigme médical pour ensuite pouvoir réutiliser ces données issues du soin pour la recherche, évidemment toujours dans l'esprit d'un retour également aux patients. Donc, il s'appuie en fait sur 3 piliers essentiels. Le premier est un réseau de laboratoires de biologie médicale qui réalise du séquençage haut débit de génome pour les maladies rares. Ensuite, un centre de référence et d'innovation qui s'appelle le CREFIX, qui émet des recommandations notamment technologiques ou de stratégie. Et puis enfin, le CAD, qui est un collecteur-analyseur de données qui aura pour objectif de collecter l'ensemble des données issues du plan France Médecine Génomique, que ce soit des laboratoires de séquençage haut débit et aussi des projets pilotes pour pouvoir développer des outils et des projets de recherche. Actuellement, alors, il y a aussi des actions transversales avec des groupes thématiques dédiés, des groupes de travail, que ce soit évidemment l'aspect réglementaire et éthique, qui est un point central du plan, mais également tout ce qui est communication, études médico-économiques. Donc, il y a beaucoup d'actions transversales qui sont menées. Donc actuellement, il y a 2 laboratoires de biologie médicale qui ont été, je dirais, déployés. Le premier, Sequoia, donc, qui s'appuie sur un GCS APHP, Institut Curie, et puis l'IGR, qui du coup reçoit les échantillons de toute la partie nord-ouest de la France. Et puis un deuxième qui s'appelle Oragen, qui est donc s'appuie sur un GCS Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui reçoit les échantillons de toute la France pour la partie sud et est. Alors, cette répartition géographique en termes de superficie est plus faible pour Sequoia, simplement parce que la région Île-de-France est beaucoup plus dense en termes de population, et donc il y a eu une répartition en termes de population et non de superficie géographique. Il y a des préindications médicales pour lesquelles il est maintenant possible d'avoir accès au séquençage haut débit de génome. Ces préindications ont été priorisées par un groupe de travail piloté par la HAS. Et pour les maladies rares, il y a actuellement 51 préindications qui ont été déterminées, qui couvrent un grand nombre de pathologies, avec un nombre annoncé par an de patients qui serait aux alentours de 17 000. Ce nombre n'étant pas fixé par les pouvoirs publics, ce sont les porteurs cliniciens des préindications qui ont estimé que par an, il y aurait à peu près 17 000 patients qui auraient besoin d'avoir accès au séquençage au débit de génome pour ces 51 préindications. Il va y avoir le mois prochain le lancement d'une 3e phase de validation de préindications en collaboration avec la HAS. Cette campagne va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année avec la détermination des préindications supplémentaires en début d'année pour un lancement de ces préindications au mois de février 2022. Donc, comme je vous le disais en introduction, l'essence même de ce plan est un continuum soins-recherche. Et donc, toutes les 2 années qui viennent vraiment de passer, nous nous sommes investis à structurer le parcours de soins médical pour ces préindications afin de donner accès en diagnostic. Et ça, c'est bien le défi du plan français, contrairement à d'autres plans étrangers qui ont commencé par la recherche. Et ce défi de s'inscrire dans le parcours de soins nous a mis des barrières qui n'avaient pas toujours été forcément anticipées, mais les choses s'améliorent et se lèvent progressivement. Et donc, ce parcours commence par une consultation médicale, d'explication de ce qu'est le séquençage au débit de génome et de ses implications. Le prescripteur va ensuite discuter du dossier en RCP, c'est-à-dire sur une réunion pluridisciplinaire d'experts de la pathologie, pour déterminer s'il est pertinent d'aller jusqu'au séquençage du génome pour le patient. Si cette RCP valide cette indication, et bien ensuite il y aura une nouvelle consultation avec le patient pour faire signer les consentements.
les prélèvements sanguins, et puis les échantillons seront envoyés au laboratoire Sequoia et Oragen, qui réalisera le séquençage, l'interprétation des résultats, avec un compte-rendu de biologie médicale signé par un praticien habilité et agréé de l'Agence de la biomédecine, puisque nous sommes sur l'analyse des caractéristiques génétiques des patients, et un compte-rendu qui sera rendu par le prescripteur aux patients en consultation. Et le dossier sera également discuté, si nécessaire, dans des RCP d'aval, s'il y a des répercussions en termes de thérapie ou d'essais thérapeutiques disponibles. Donc tout ça, on vous a mis l'URL et plus détaillé en fait sur le site du plan que vous pouvez retrouver. Donc un petit peu de données d'activité. Donc vous voyez ici les chiffres. Alors j'ai mis en rouge les données de maladies rares, puisque ce plan est un plan maladies rares, oncogénétique et cancer. Mais pour préciser les maladies rares, si vous regardez le nombre de prescriptions qui ont été réalisées cette année et qu'on les extrapole à l'année 2021, d'où mes chiffres en dehors du tableau, eh bien, pour l'année 2021, on va avoir doublé en fait, le nombre de prescriptions par rapport à ce qui est cumulé en 2019 et en 2020. Et si on regarde maintenant les comptes rendus, les choses s'améliorent nettement, puisque si de la même façon on extrapole pour la fin de l'année, eh bien, on devrait cette année avoir rendu 20 fois plus de comptes rendus que l'année dernière. Donc, nous prenons les choses vraiment sur une pente tout à fait favorable. Donc, pour illustrer ce propos, quelques courbes qui vont dans le même sens. Donc là, vous voyez l'évolution du nombre de prescriptions, qui est vraiment sur une courbe linéaire ascendante, avec en plus l'arrivée de la déficience intellectuelle qui jusqu'à présent est très peu présente en séquençage, simplement parce qu'il y a un projet pilote qui s'appelle DEFIDIAG qui était déployé sur le territoire, et la préindication est ouverte quand les inclusions dans ce projet pilote sont terminées. Et on voit que c'est une préindication qui est majeure en termes de file active, puisque sur les 17 000 patients maladies rares qui sont annoncés, il y en a environ 8 à 10 000 qui sont des patients atteints de déficience intellectuelle. Donc cette courbe de prescription devrait connaître une pente d'accélération encore plus importante en 2022, puisque à la fin de l'année, normalement, la préindication en déficience intellectuelle devrait être ouverte sur l'ensemble du territoire. Donc on s'attend encore à une accélération en fait, du nombre d'échantillons qui devrait arriver sur Sequoia et Oragen en 2022. Alors, une petite donnée maintenant en termes d'objectifs. Les porteurs de préindication, quand ils ont déposé leur dossier à la HAS, ont annoncé un nombre de files actives de patients annuels pour lequel il leur semblait utile ou nécessaire qu'ils puissent avoir accès au séquençage. Et donc, on voit que pour certaines préindications, eh bien, l'objectif est déjà atteint, puisqu'on atteint l'objectif de 100%. Pour certaines, même, il est dépassé dans l'année. Et on voit qu'un certain nombre de préindications sont encore entre 40 et 80%, simplement parce qu'on est encore dans la mise en place des parcours de soins et qu'on a eu cette phase de démarrage organisationnel qui était assez lourde à mettre en place. Mais on s'attend à ce que l'année 2022 permette à ce qu'un certain nombre de préindications atteignent, voire dépassent cet objectif de 100%. Donc maintenant, les comptes rendus, puisque c'est quelque chose qui est très attendu, comme vous voyez, vous avez vu dans les chiffres, il n'y avait que 80 comptes rendus qui avaient été rendus en décembre 2020. On voit que depuis février, ça s'améliore nettement. On voit la courbe qui progresse de façon importante, et cette courbe doit s'accélérer encore, puisqu'on a un certain décalage encore entre le nombre de comptes rendus et le nombre d'échantillons qui arrivent. Et donc, il y a vraiment actuellement un investissement majeur de Sequoia et d'Oragen pour rendre les résultats aux prescripteurs. Et c'est l'un des défis et des enjeux majeurs des 6 prochains mois. On voit que maintenant, la partie en amont c'est bien structuré. Les choses en termes de prescription ont démarré et se mettent en place. Mais maintenant, le deuxième défi, et qui est de taille, est que les comptes rendus viennent avec la même cadence que la prescription.
Donc on a réalisé un certain nombre d'actions de soutien à la mise en place de ce parcours de soins avec un investissement majeur des acteurs de Sequoia et d'Oragen et puis de la DGOS et du pilotage du plan France Médecine Génomique. Donc je vais vous illustrer en fait ce propos avec quelques actions emblématiques. Alors tout d'abord, on a mis en place en fait une aide à la prescription avec la création de 24 postes d'assistants de prescription financés par le plan maladie rare 3 pour leur première année. L'objectif de ces assistants de prescription était d'aider en fait les prescripteurs au quotidien à apprendre à utiliser les outils informatiques qui permettent de prescrire de façon connectée sur Oragen et Sequoia. Et puis pour un certain nombre qui sont conseillers en génétique, ça permettait également de réaliser les consultations d'information aux patients et de faire signer les consentements et d'organiser l'envoi des échantillons. Donc on attend le renouvellement de cette mesure qui était pour 24 mois et il y a actuellement un travail qui est fait, une étude au sein du ministère pour un renouvellement de ces postes avec une extension au cancer et à l'oncogénétique, ce qui permettrait d'augmenter de plus de la moitié le nombre de postes sur le territoire avec en fait des postes mutualisés cancer, maladies rares et oncogénétique, ce qui permettrait de ne plus aller sur 2 établissements éloignés, notamment pour certains assistants de prescription. Une deuxième action a été la mise en place d'une phase pilote de réunions de concertation pluridisciplinaire de génomique pour les maladies rares. C'est ces fameuses réunions dont je vous parlais au départ qui ont pour objectif de valider la prescription au niveau pluridisciplinaire. Donc, il y a eu une phase actuellement qui est toujours en cours de 8 villes qui ont pour objectif en fait d'avoir ces RCP locales et des RCP qui permettent de valider toutes les préindications. Car on a certaines préindications qui ont des RCP nationales uniques qui quelquefois sont un peu lourdes pour certains praticiens qui nécessitent de se connecter à beaucoup de réunions différentes. Et donc la mise en place de ces RCP génomiques locales permettrait pour certains praticiens de fluidifier les choses. Alors, elles sont réservées à des dossiers simples où des critères de prescription ont été déterminés par les porteurs de préindication. Les dossiers complexes ne peuvent pas être discutés à ce type de réunion et sont adressés au RCP national. Donc, cette phase pilote va bientôt s'arrêter. Elle était de 6 mois. On est presque arrivé à 6 mois. On va faire une évaluation à partir de novembre du bénéfice de la mise en place de ces RCP et des contraintes aussi qu'elles ont pu apporter pour discuter de leur déploiement sur le reste du territoire en fin d'année ou en début d'année prochaine. Une autre action qui a été aussi dans le parcours de soins, c'est la mobilisation des acteurs pour l'interprétation clinico-biologique. J'entends par là en fait la mobilisation des biologistes qui ont accès aux données de génomique sur Sequoia et Oragen et qui vont interpréter les données de génome et réaliser les comptes rendus de biologie médicale qui vont être rendus aux prescripteurs puis aux patients. Donc on a réalisé un recensement sur l'ensemble du territoire pour demander aux acteurs de la biologie, de la génétique moléculaire quels étaient ceux qui seraient intéressés à participer à l'interprétation des génomes, dont évidemment toujours l'objectif de faciliter en fait les comptes rendus et l'analyse des données bien sûr. Donc il y a 500 volontaires qui ont répondu sur l'ensemble du territoire et donc ça montre vraiment la dynamique maintenant de la communauté de biologie moléculaire qui veut être partie prenante de ce plan. Et ces 500 volontaires étaient répartis sur 44 établissements de santé. Un certain nombre d'établissements de santé étaient en fait en dehors des GCS Oragen et Sequoia. Et donc le ministère de la Santé a travaillé en fait à l'élaboration d'une convention type qui permet à ces 2 GCS de conventionner avec l'ensemble des établissements de santé français pour pouvoir solliciter des biologistes et experts dans le domaine des préindications. Actuellement, il y a plus de 200 biologistes habilités pour l'interprétation des données sur Sequoia et Oragen.
On devrait être à plus de 250 à la fin de l'année, puisqu'il y a vraiment une campagne d'habilitation active qui est faite actuellement par Sequoia et par Oragen pour pouvoir mobiliser le plus d'acteurs possible sur le territoire. Donc la dernière chose que l'avant-dernière chose que je vais vous présenter, donc c'est une action de soutien toujours au parcours de soins avec un projet d'interopérabilité des données de génomique. Donc ce projet en fait a pour ambition de faciliter le flux des données et puis d'éviter les multiples saisies pour les prescripteurs qui sont vraiment perte de temps et risque d'erreur, ou alors même de sous-saisie, c'est pas très, des données. Et donc il y a un travail en fait qui est piloté par la DGOS actuellement et par le plan France Médecine Génomique d'interopérabilité entre BAMARA et puis pour les maladies rares et le dossier communicant de cancérologie. Donc il y a une définition d'un schéma global de circuit de données qui est en cours, et on est en train de déterminer de façon définitive ce qui devra être mis comme données pour l'interopérabilité. Et puis enfin, je finirai en disant qu'on a élaboré un certain nombre de recommandations pour faciliter le parcours de soins. Je ne vais pas les détailler parce que je vois que le temps passe, mais vous pourrez retrouver l'ensemble de ces recommandations sur le site internet que vous pourrez lire tranquillement. Donc, dans l'organisation qu'on a essayé de mettre en place aussi pour faciliter la partie post-analytique, c'est-à-dire la partie biologique, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle de RIGB, c'est-à-dire des réunions de concertation d'interprétation biologique qui viennent en fait avant le compte-rendu de biologie médicale. Alors, ces RIGB ne sont pas du tout obligatoires. En fait, elles sont dédiées aux dossiers complexes qui nécessitent en fait une discussion pluridisciplinaire entre les biologistes et les cliniciens. Donc, ces réunions sont réservées en fait à un nombre de dossiers limité qu'on a estimé environ à 10%, qui sont surtout là en fait pour discuter des variants de signification incertaines. Elles sont différentes des RCP d'aval qui, elles, viennent après le compte-rendu, qui sont là pour discuter en fait des modalités de modification de prise en charge et thérapeutique en fonction du résultat de génomique. Et enfin, l'un des enjeux qui va être majeur dans les années qui viennent, eh bien, c'est les stratégies de réanalyse, puisque les données de génétique sont des données qui sont mouvantes dans le temps. On sait qu'un patient à qui on rend un résultat négatif, si on réanalyse les données au bout de 18-2 ans, eh bien, entre-temps, il peut y avoir la publication du gène responsable de sa pathologie, et donc on peut être amené à rendre un résultat positif. Et donc, il y a un groupe de travail qui vient d'être constitué, qui est dédié justement à déterminer ces stratégies de réanalyse et puis à la constitution de bases et de partage de données. Donc, la première réunion a eu lieu tout récemment et a déjà permis de définir un peu un calendrier et, je dirais, les points stratégiques que l'on veut traiter en premier. Ça va être un des grands chantiers des mois qui viennent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Christelle pour donc cette présentation très très exhaustive de toutes les actions du plan France Médecine Génomique 2025. Et je vais passer la parole au professeur Catherine Nguyen, qui est directrice de l'Institut thématique génomique, génétique et bioinformatique, et qui va nous parler de l'impasse diagnostique et de l'appel à manifestation d'intérêt de cette impasse. Alors, merci de me donner l'opportunité de présenter les actions qui sont menées par l'INSERM dans le cadre des maladies rares. Je ne parlerai pas que des impasses diagnostiques, je vais faire un survol en fait, des activités dans lesquelles l'INSERM en fait, s'est impliqué. Donc, le plan national des maladies rares, on en parle depuis le début de cette journée. Donc, ce que je voudrais juste dire, c'est que donc, le pilotage scientifique du PPR sur les impasses diagnostiques du maladies rares a été confié à l'INSERM avec 2 actions majeures. Une action, en fait, qu'on appelait la mesure 3.2, donc qui consiste à accélérer la recherche donc, de l'innovation grâce à la construction de bases de données. Et donc, cette action a été dotée de 16 millions d'euros. La deuxième action, qui consiste justement à résoudre les impasses diagnostiques, elle a été dotée de 4 millions d'euros. Donc la première action est de manière opérationnelle pilotée par l'ANR, et la deuxième action, en fait, en termes opérationnels, elle est pilotée par l'Institut génétique, génomique et bioinformatique.
Donc, ce PPR a été confié au professeur Claude Ferrec en termes de pour le pilotage scientifique, et en ce qui concerne l'animation et la définition scientifique de ces deux projets, ça a été confié à l'Institut GGB. Donc, je vais faire un mot sur réduire les impasses diagnostiques. Donc, juste rappeler, en fait, comme pour tous les projets, les impasses diagnostiques, il s'agit d'avoir en fait des projets qui sont ambitieux, original, qui vont apporter une vraie réponse pour en fait des approches originales et innovantes, afin d'apporter une réponse en fait dans cette problématique des impasses maladies rares. Donc, il a été décliné en 5 défis, et la demande qui a été faite à ces projets, c'est que chaque projet réponde à au moins un défi. Donc les 2 premiers défis concernent les conséquences en fait des variations sur les séquences ou les variations structurales. Le 3e défi est plus focalisé sur ce qu'on appelle une signature moléculaire à visée diagnostique, et les 2 derniers défis sont dédiés au développement en fait, et à l'innovation en termes de bioinformatique, de biostatistique bien sûr, de mathématiques, de modélisation, je dirais, au sens large. Alors, comment s'est déroulé en fait cet appel à projet? Donc, il y a eu plusieurs phases. Il a démarré en avril 2020 par un appel à manifestation d'intérêt qui a récolté 97 dossiers, qui nous a permis en fait d'analyser en fait l'état des lieux à cette date-là, qui a été suivi dans une 2e étape par un appel à projet, cette fois-ci qui était sélectif, où 60 dossiers ont été déposés, qui ont été évalués donc par 31 experts internationaux qui les ont classés sur leur valeur scientifique. Ce classement a été donc soumis au comité de pilotage maladies rares, qui a sélectionné les 9 meilleurs projets pour être financés, et ça a été réalisé en février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on regarde ces 9 projets, ce qu'on voit sur la carte à votre droite en bas, c'est que globalement, ces projets se sont bien répartis sur le territoire national. Nous avions 4 coordinations, ce sont les pastilles vertes, qui sont localisées dans la région parisienne, et les 5 autres coordinations sur le reste du territoire. En ce qui concerne les 42 équipes partenaires en fait, de ces projets, ils sont aussi répartis sur le territoire. À noter qu'un partenaire est localisé aux Pays-Bas. Alors, les résultats, est lisible, mais c'est pas l'idée. Donc, là, vous avez le résultat un peu détaillé de ces 9 projets. Donc, à gauche, vous avez le nom des coordinateurs. Au milieu, donc, le titre et l'acronyme du projet. À droite, complètement à droite, les filières concernées. Et on constate que la filière Philnémus et Andirare ont été 2 filières qui ont eu beaucoup de succès dans cet appel à projet, mais pas que. Ensuite, vous avez les nombres d'équipes impliquées dans chaque projet et les défis qui ont été couverts. Donc, on voit qu'en termes de nombre d'équipes, ça oscille de 2 à 8. Et qu'en ce qui concerne les défis, tous les défis sont couverts. Néanmoins, on observe que le défi 3 a été celui qui a été le plus challengé par les projets. Et c'est celui qui consiste à la signature moléculaire à visée diagnostique. Ensuite, on retrouve le défi 1 et 2, qui sont justement les conséquences de la variabilité génomique dans les pathologies. Et puis enfin, quelques projets, enfin 1 ou 2, je vois, qui sont intéressés au développement d'outils. Les pastilles vertes à votre gauche signifient que ces projets sont démarrés, sont en cours, c'est parti. Et en ce qui concerne les pastilles oranges, ce sont des projets qui sont dans les starting blocks, mais dont les conventions sont dans le circuit des signatures, donc ils ne devraient pas tarder à démarrer. Alors, un petit mot maintenant sur le 2e projet, donc, qui vise à accélérer la recherche et l'innovation sur les maladies rares grâce en fait, aux bases de données. Donc ça, c'est un projet en fait, qui est piloté donc, par l'ANR. Donc son objectif, comme d'habitude, on va retrouver la même chose. Il faut des projets ambitieux, innovants, qui vont permettre en fait, vraiment d'accélérer la recherche. Mais alors, la particularité de cet appel à projet, c'est qu'il faut qu'il s'appuie sur une base de données, enfin la création d'une base de données ou une extension de cette base de données. Donc, ce que je dirais à ce stade-là, c'est que cet appel à projet avait un objectif en termes d'action de mettre en place quelque part une structuration
pour homogénéiser le recueil et l'organisation des données et leurs échanges au niveau national, mais aussi à terme au niveau européen et international. Alors, en conséquence, ces bases de données elles doivent en fait être vraiment de qualité, et ça rejoint un peu ce que vient de dire justement Christelle à propos du plan France Médecine Génomique, c'est extrêmement important. Elles doivent être accessibles, interopérables et réutilisables pour toutes les études qui vont se faire sur les maladies rares. Autrement dit, en fait, elle doit répondre aux critères FAIR, qui est bien connu dans notre société, qui veut dire Foundable, Interoperable, accessible and reusable. Alors, cette action a aussi un objectif qui est de mettre en place un hébergement pérenne. Et ça s'est traduit par, comment dirais-je, une intégration de ces nouvelles bases de données dans le périmètre de France Cohorte, qui est une structuration qui a été mise en place par l'INSERM, d'où la raison pour laquelle j'en parle, pour la pérennisation en fait des données des cohortes au sens large. Ça ne concerne pas que les maladies rares, mais il y a un étage qui a été, je dirais, dans cette maison cohorte réservée aux maladies rares. Donc, en résumé, vous avez ici le résultat de cet appel à projet. Donc, 48 projets qui ont été déposés à cet appel à manifestation d'intérêt et qui étaient sélectifs. Nous en avons 7 qui se répartis sur le territoire national, 4 qui sont dans la région parisienne. Ce qu'il faut noter, c'est que 6 projets sur 11 s'appuient davantage sur une extension de bases de données plutôt qu'une création de nouvelles bases de données. Parmi eux, 9 projets en fait, s'adressent à une maladie rare particulière, ou en tout cas à un groupe de maladies rares, et que seulement 2 en fait, projets font appel à des actions transversales, comme c'est écrit ici. Donc, l'intervention de l'INSERM en fait, dans ces 2 activités nous a amené au sein de l'ITMO-GGB à réfléchir en fait, à quel était l'état des lieux de la recherche sur les maladies rares en France. Et donc, on a commencé une petite enquête avec donc, les personnes qui sont soulignées en droit dans le cartoon, là. Et je vais vous faire en une diapo le résultat parce qu'il faut vraiment maintenant qu'on analyse en détail les résultats. Donc, on s'est rendu compte qu'en termes de cartographie nationale, le nombre d'unités de structures en fait, de recherche qui travaillent sur les maladies rares, eh bien, il y en a 303. Dont vous voyez la répartition ici sur l'ensemble du territoire, avec une structure aussi dans les dom-toms. Et donc, ce que l'on peut dire, donc comment nous avons construit cette carte, on s'est d'abord, en fait, on l'a construit à partir, en fait, de données qui nous venaient, en fait, des filières maladies rares, des coordinateurs des filières maladies rares, et on l'a complété en allant, en fait, consulter les registres à laquelle on avait accès, des centres de recherche, des institutions de recherche, les universités, l'INSERM, le CNRS, etc., donc ce qui vous donne ces chiffres. Donc en fait, la France est bien dotée en termes de recherche sur les maladies rares. Et donc, pourquoi en fait ces cartographies, elle va nous permettre en fait de faire une analyse, bien sûr, au niveau territorial, mais pas que. Quelles sont en fait finalement les pathologies quel type de recherche est menée, sur quelle pathologie, comment en fait ces laboratoires s'inscrivent dans les filières ou pas, et comment finalement nous on va pouvoir voir les points faibles, les points forts, et définir des stratégies pour renforcer la recherche sur les maladies rares. Alors, l'INSERM, bien sûr, est impliqué dans des actions européennes, et je ne peux pas m'empêcher de parler de l'EJPRD, l'European Joint Programme on Rare Disease. Donc, c'est un programme en fait qui a été lancé en 2019. Et qui s'appuie sur 4 piliers. Un pilier, bien sûr, qui concerne le financement en fait, de la recherche. Un pilier, en fait, qui s'articule autour d'une plateforme virtuelle des données et la distribution des outils. Un pilier sur la formation et un qui vise à accélérer donc la translation de la recherche vers le patient. Oui, et donc il y a un pilier transversal en fait qui a un rôle vraiment de coordination et surtout en fait d'harmoniser en fait les échanges entre ces piliers. Donc c'est vrai qu'il est là pour en fait vérifier la stratégie, la pérennité des actions qui doivent être menées, bien sûr être attentif à tout ce qui est notion d'éthique, les aspects légaux et ce n'est pas la moindre des choses, assurer une communication fluide en interne et en externe de ce qui se passe dans le JP. Donc, en quelques mots, alors juste, qu'est-ce que c'est que le JPRD et comment, en fait, cette structure s'est mise en place? Il y a eu une genèse qui s'appuie finalement sur 20 ans, en fait, d'efforts qu'il y a eu dans les maladies rares. Donc, au-delà, en fait, des financements, qui est assez classique, qui ont démarré en 2019 ou en 2006, j'arrive pas à lire.
voilà, en général. Il y a eu des gros efforts au niveau européen, en fait, pour structurer, en fait, la recherche sur la santé. Donc, les ERN, les European Research Network sur les maladies rares, qui a regroupé quand même l'ensemble, en fait, des partenaires en santé sur les maladies rares au niveau européen. Il y a eu une grosse structuration, en fait, des associations de patients qui ont leur voix et qui peuvent vraiment, en fait, décliner les besoins et où ils souhaitent que la recherche se fasse. Des grosses infrastructures internationales qui sont centrées sur les maladies rares. Et bien sûr, en fait, une stratégie, en fait, qui définit peut-être ce que doit faire l'Europe, mais aussi à travers les grands développements qui se font au niveau mondial, de où aller pour faire avancer la recherche sur la maladie rare. Et le JP, quelque part, en fait, il a pris tous ces ingrédients et les a mis au centre de cette grande structuration qui est le JPRD. En chiffres, le JPRD, les objectifs principaux, comme c'est toujours, c'est de faire un pipeline de recherche et d'innovation qui va du laboratoire de recherche jusqu'au chevet du patient. C'est vrai qu'on le dit toujours. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment un transfert rapide des résultats de la recherche vers les applications cliniques et un usage dans le soin. Donc, le mode d'action, c'est ce grand programme. Oh là, déjà, donc je vais accélérer, ça tombe bien. Le JPRD en chiffres, c'est quoi? C'est 85% des infrastructures de recherche européennes qui sont inclus de manière directe ou indirecte dans ce grand programme. C'est 91 bénéficiaires. C'est plus de 1300 personnes en fait qui sont impliquées. C'est 35 pays, dont 26 européens et 7 en dehors de l'Europe. C'est les 24 ERN, bien sûr, et c'est 100 millions d'euros, en fait, dont 55 millions d'euros qui est donné par la Commission européenne. Donc, la construction de ce pilier, vous l'avez ici en schéma, en fait, la coordination. Donc, ce qu'on disait, c'est le financement, la plateforme virtuelle pour le partage des outils, la formation et le renforcement des compétences et la translation. Donc, pour aller plus vite, comme ça, je vais raccourcir. Quels sont en fait les résultats en 30 mois pendant ces 30 mois que le JP a fonctionné? Eh bien, on va dire, c'est 40 projets donc, qui ont été financés. C'est 40 projets qui ont été financés, c'est 18 événements de réseautage, 3 projets de public-privé. Et à noter, ce qui est très important, c'est que 78% en fait, de ces financements ont impliqué en fait, des associations de malades. Alors, le dernier point, donc, en ce qui concerne la plateforme virtuelle, donc les modules sont construits. Donc, il y a des outils qui ont été développés, qui sont accessibles par l'ensemble des gens qui travaillent sur les maladies rares au niveau européen. Et un des résultats, par exemple, en fait, c'est ces 78 réseaux, en fait, qui sont maintenant réseaux biologiques, qui sont en fait informatisés et accessibles pour les chercheurs et les cliniciens. Donc, côté formation, c'est 500 formations. C'est des financements pour les ERN. C'est des financements pour des bourses pour les ERN. Et 19 projets qui ont été accompagnés en termes de translation. Donc, pour raccourcir, pour aller plus vite, je dirais que le JP est quelque part, en fait, un guichet d'entrée unique pour accompagner et proposer des solutions à la fois pour les chercheurs, les cliniciens, les patients, et également les décideurs politiques et financiers qui peuvent s'en inspirer et bien sûr avoir un meilleur contact au niveau de l'international. Alors pour conclure, parce que c'est ma diapositive de conclusion, donc ce que l'on constate, c'est que finalement au niveau européen, donc chaque pays en fait de manière individuelle, nationale, a des initiatives en fait en ce qui concerne ces actions pour accompagner la maladie rare en termes de recherche. Je suis sur le versant recherche, avec des niveaux plus ou moins élevés. Avec le JPRD, eh bien, nous avons quelque part en fait intégré en fait l'ensemble de ces initiatives, qu'elles soient au niveau national, mais aussi déjà les réseaux, de façon à construire une sorte d'écosystème qui va embarquer tout ce monde pour construire un ensemble qui est beaucoup plus cohérent afin d'accélérer et accroître l'efficacité de ces initiatives. Bien sûr, en s'appuyant sur les recommandations de l'IRDIC, qui engage une réflexion sur la stratégie à mener pour améliorer le sort des patients.
Alors, je rejoins ce que avait dit Acharam. C'est vrai que, bon, on parle de l'Europe, mais l'Europe n'est pas toute seule, hein, il y a le monde, hein, c'est pour ça que je parle de l'IRDIRC. Et il y a beaucoup d'initiatives, en fait, qui se fait au niveau de l'Europe. Et donc, dans le petit cartoon en bas à gauche, on voit bien les initiatives qui sont faites donc au Japon, en Australie, aux États-Unis, des grands réseaux internationaux qui sont à travers le monde, mais qui ne sont pas européens, qui incluent aussi les grandes industries pharmaceutiques, etc. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a une vraie dynamique, en fait, autour des maladies rares. En fait, c'est un enjeu, en fait, international qui, à mon avis, n'est pas prêt de s'atteindre. Et donc, avec mon caractère optimiste, j'y crois et je crois qu'on va continuer à se battre pour faire avancer ce projet. Et je vous remercie. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants pour avoir clairement tenu les temps, je vous remercie, et des informations qui sont extrêmement nombreuses, très intéressantes, qui permettent de voir d'où on vient, où on est et où on va aller. En tout cas, on l'espère tous, pour pouvoir continuer à avoir des diagnostics de précision et personnaliser les soins des personnes âgées.